En manchette aujourd'hui, les résidents de la zone tampon consultés pour le programme d'aide financière et Gabriel Ali Ndiaye remporte les championnats canadiens de boxe. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Si je suis en train de noter, puis vous avez vraiment une idée, ou quelqu'un est en train de parler, puis vous avez une idée que vous ne voulez pas oublier, moi, je vous invite à prendre un papier, crayon, puis de noter pour ne pas oublier votre idée. Bon lundi midi et bienvenue parmi nous. On vient de l'entendre dans le dossier de la zone tampon, environ 80 locataires et propriétaires étaient présents samedi à un atelier de consultation à Rouyn-Noranda. Mais Kimberly, qu'est-ce qui est ressorti finalement de cette rencontre? Eh bien, Mélissa, parmi les idées, on parle de compensation de départ, d'aide à la relocalisation, de paiement de loyer ou encore du soutien relié à la propriété. Il faut se rappeler, Mélissa, que cette consultation publique était organisée par le ministère des Affaires municipales pour discuter du futur programme d'aide financière pour les résidents du quartier Notre-Dame. Donc, plusieurs citoyens ont d'ailleurs réagi positivement à cette rencontre, mais il reste tout de même quelques préoccupations à adresser. Par exemple, certains sont inquiets à propos des taxes sur les propriétés qui pourraient augmenter, d'autres ont des craintes sur le futur terrain, des gains capitaux et des montants de compensation également. Je vous laisse entendre leur première réaction. Je te dirais que c'est la première consultation que je trouve qu'on a un petit peu plus, on se sent un peu plus impliqué, là, parce que là, on voit un peu plus de concret, là, puis on espère que ça va déboucher sur de quoi de positif. C'est très bien comme consultation présentement, là. Parce qu'on est d'accord avec tout, bien ça va être à développer plus tard, mais présentement, on est là pour consulter, ça fait on donne notre opinion dans le fond. Il reste énormément de travail à faire sur les tables de niveau 2 et peut-être aussi des sujets à rajouter donc, qui semblent pas être contenus actuellement dans le programme. Et Kimberly, on comprend que des pistes de solutions sont encore en élaboration. Absolument, c'est ce que confirme la sous-ministre adjointe à la coordination du plan d'action gouvernemental dans le dossier de la fonderie Horn, Guylaine Marcoux. Les consultations ont pour but justement de s'assurer d'abord que toutes les préoccupations des citoyens concernés par la relocalisation. Par contre, il y a tout de même quelques hypothèses sur la table. Je vous laisse écouter Mme Marcoux à ce sujet. Comment venir départager entre un propriétaire qui était là au 16 mars, qui vend, et le deuxième propriétaire qui arrive et qui vendra à la fonderie. Alors, à qui on donne une aide? Les montants d'aide pour le déménagement. Si des colocataires, comment on fait le partage pour payer pour les déménagements si les personnes décident de ne plus habiter ensemble? Alors, c'est des possibilités qui peuvent arriver. Alors, on demande aux citoyens de venir nous dire, bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez pour nous aider dans notre réflexion? Et cette semaine, 2 autres rencontres sont également prévues avec les citoyens ciblés. Le gouvernement espère établir le programme d'aide financière pour le mois de juin prochain. Il pourrait être rétroactif au 16 mars 2023. Je vous présente un reportage complet ce soir au TVA de 18h. Ça ne va pas manquer. Merci Kimberly. Au plaisir. Et d'ailleurs, si la tendance se maintient, la fonderie Horn devrait pouvoir respecter les limites d'arsenic et d'autres contaminants dans l'air établies lors de l'autorisation ministérielle de l'an dernier. Depuis le début de l'année, c'est en moyenne 41 nanogrammes d'arsenic par mètre cube qui est dégagé dans l'air ambiant, alors que l'entreprise doit atteindre 45 nanogrammes entre 2024 et 2026. En 2023, l'usine a rejeté en moyenne 45,187 nanogrammes d'arsenic par mètre cube, alors que le gouvernement lui demandait de respecter une limite de 65 nanogrammes par mètre cube. Et pour la porte-parole du comité arrêt des rejets émissions toxiques de Rouyn-Noranda, Glencore pourrait en faire plus. C'est la base. Alors, je pense que le gouvernement aurait pu exiger ça depuis plusieurs années, puis aurait pu aussi demander plus rapidement pour les années qui viennent. Le bout qui nous inquiète, c'est peut-être l'augmentation du plomb à l'École Notre-Dame. Quand on regarde les résultats, ça a quand même augmenté d'à peu près 35 %. Alors, et c'est au-dessus de la norme aussi, puis on est quand même assez loin de la fonderie. En lien avec un cancer au Centre de radio-oncologie régionale de Rouyn-Noranda, auront bientôt un lieu d'hébergement. La Fondation Santé de Rouyn-Noranda officialise la campagne de financement Soigner chez nous qui vise à amasser une somme de 10 millions de dollars sur 5 ans.
Acquis par la Fondation en septembre 2022, le bâtiment qui est situé au 10 rue du Terminus à Rouyn-Noranda pour accueillir 10 résidents. Il comportera également plusieurs services pour aider les résidents, notamment de l'art-thérapie ou encore de la massothérapie. Dans le monde juridique maintenant, dans le cadre du premier marathon juridique québécois, 23 personnes de la région ont pu obtenir une consultation gratuite avec des professionnels en droit vendredi dernier. Une vingtaine d'avocats de l'Abitibi-Témiscamingue étaient au palais de justice de Rouyn-Noranda et Val-d'Or pour rencontrer et aider des citoyens en matière de justice. Le barreau d'Abitibi-Témiscamingue est plutôt satisfait du taux de participation pour une première édition et souhaite même organiser l'événement à nouveau l'an prochain. Et c'est également vendredi dernier que se déroulait la qualification régionale de la Ligue Lego First à Rouyn-Noranda. Notre collègue Anthony Dallaire nous a fait revivre cette journée. 9 équipes, un objectif, faire preuve de créativité. On utilise des Legos. Ça peut paraître simple, mais en réalité, ça devient rapidement complexe. Mais il y a l'avantage que c'est facile de créer des mécanismes avec ça. Fait que les jeunes ont des défis à faire, ils ont des missions à accomplir avec des blocs Lego et des moteurs. Puis ils travaillent très, très fort pour le faire. Puis c'est l'aboutissement de tout ça qu'on voit aujourd'hui. Les équipes sont composées d'élèves de l'école secondaire d'Iberville et du primaire des établissements de Granada et de Notre-Dame-de-Grâce, évoluant dans des programmes de robotique. Au-delà de ses allures enfantines, la compétition de la Ligue Lego First n'est pas un jeu d'enfant. Selon vous, qu'est-ce que ça prend pour bien performer dans ce type de compétition-là? Une intention claire, nette et précise. Puis tu vas concentrer sur ton intention, puis si tu es concentré, ben tu vas réussir à performer. Ne pas trop stresser, parce que si on stresse trop, on fait des erreurs, puis c'est pas bon. Fait que surtout, accorder l'erreur. Fait contraignant, les participants n'ont pas le contrôle direct sur leur robot. Cela fait donc des mois que ces derniers programment le moindre mouvement de leur appareil pour effectuer un parcours d'environ 2 minutes 30. Ils ont dû penser à un mécanisme qu'on construit en Lego, puis après ça, ils doivent carrément dire à leur robot, ben avance tant de distance, tourne à droite tant de distance, fais rouler un moteur qui va faire bouger une pelle. Fait que tout ça dans le bon ordre pour être capable de bouger souvent un autre mécanisme qui est le tapis de jeu. Cette année, la thématique, c'est les arts, donc le chef-d'œuvre. Fait qu'ils ont voulu intégrer les arts aux sciences et aux mathématiques un peu plus. Fait que la thématique du tapis, elle est autour de ça. La quelques centaines de participants sont évalués selon 4 critères, soit la présentation de leur robot, l'épreuve du jeu de robot, l'innovation et les valeurs fondamentales. Quand c'est les matchs officiels, des fois il y a des pleurs, des fois il y a des rires, ils doivent se remonter le moral, mais ça va pas toujours marcher ce qu'ils ont à faire. Fait que, ouais, on va voir ça cet après-midi. Mais oui, ils sont clairement stressés en ce moment. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce type de compétition-là? Que c'est vraiment social. Moi, j'aime beaucoup l'informatique, c'est pour ça que j'aime ça, programmer les robots. La compétitivité, l'amitié qu'on a avec tous nos coéquipiers. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de Lego. J'ai aussi suivi les traces de mon frère qui est rendu au cégep, qui a fait la robotique toute son secondaire. C'est pas mal ça. OK, une affaire familiale. Là. Ouais, pas mal. C'est donc 5 des 9 équipes présentes aujourd'hui qui pourront, une fois qualifiées, se rendre à la compétition provinciale prévue le 26 avril prochain à Longueuil. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'Abitibi-Témiscamingue est actuellement en tournée pour présenter son nouveau spectacle de forêt, de lacs et de rivières. Le directeur artistique et chef d'orchestre Jacques Marchand offre donc des chansons de différents grands compositeurs qui reflètent cette thématique. Une première prestation a eu lieu hier à Amos. Demain soir, l'orchestre sera à Rouyn-Noranda et la tournée se poursuit le 27 mars à La Sarre et se termine à Val-d'Or le 28 mars. Et toujours au culturel, le Québec accorde 1,1 million de dollars pour des projets culturels en inclusion sociale. Le Théâtre du Rift, la Bibliothèque de Val-d'Or et le Musée d'école du rang 2 d'Authier ont des initiatives qui ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel de projet Culture et Inclusion. Et ce programme a pour but de soutenir la réalisation de projets qui utilisent la culture comme outil d'intervention pour résoudre des problèmes sociaux. Au total, c'est 75 initiatives qui ont été choisies. Le boxeur rouyn-norandien Gabriel Ali Ndiaye remporte les championnats canadiens chez les 63,5 kg. L'événement se déroulait à Calgary du 20 au 24 mars dernier. L'athlète de 17 ans a combattu contre Trevon Diamant Bartelus et il gagne donc la médaille d'or en remportant 4 combats.
Dans la LHMQ maintenant, les Foreurs terminent leur saison avec 2 défaites à domicile. D'abord vendredi, les hommes de Maxime Desruisseaux n'ont su préserver une avance de 3 buts et se sont inclinés 7-4 contre les Olympiques de Gatineau. Samedi, c'est les Tigres de Victoriaville qui étaient de passage à Val-d'Or et se sont imposés par la marque de 7-3. Et avec leur contre-performance, les Foreurs terminent au dernier rang du classement général et manquent les séries éliminatoires pour une 2e année consécutive. Et de leur côté, les Huskies concluent leur saison du bon pied avec une victoire de 3-2 en prolongation contre les Olympiques de Gatineau. Et avec cette victoire devant leurs partisans, la Meute termine au 3e rang du classement général et au 1er rang de la division de l'Ouest. Avec cette première place, les Huskies s'assurent de l'avantage de la glace pour la première ronde des séries de la LHMQ. Une série qui les opposera à ces mêmes Olympiques qui, eux, ont terminé au 3e rang de la division. Les Huskies vont débuter donc la danse printanière à domicile ce vendredi et samedi. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, pensez-vous que les Huskies ont des chances de remporter le trophée Gilles Courteau? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et à la météo aujourd'hui, ce sera nuageux sur tous les secteurs avec en Abitibi un 40% de probabilité d'averse de neige tôt cet après-midi. Il fera un maximum de 5 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera la même tendance au nord comme au sud avec des nuages. Il fera un minimum de 0 et 2 degrés. Et je termine avec le Rouyn-Norandien Nathan Darvaux qui figure parmi l'élite de l'histoire de la Ligue junior maritime Québec. Il termine sa carrière avec le meilleur taux d'efficacité de 920. Sur ce, je souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au bulletin de 18h.